Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout en cette période de fin d'année, on va dire, quelque peu compliquée. Donc surtout prenez soin de vous. Ensuite j'en profite pour souhaiter la bienvenue à ceux qui ont rejoint la chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui s'est égaré sur YouTube. On se dit tiens, il y a un peu de lumière par là si je vais voir ce qui se passe. Donc la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent au compte-gouttes au fur et à mesure. C'est toujours sympa, ça fait plaisir. Donc je tiens évidemment, j'allais dire à m'excuser, mais en fait non, j'ai pas envie de m'excuser, parce qu'en fait, bon voilà, je fais des vidéos comme ça de temps à autre. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, il y a un commentaire qui m'a fait rire, en disant bah, j'espère que tu ne feras pas une vidéo tous les 8 mois. Bah ouais, j'ai envie de dire si, c'est un peu ça en fait ma part de fabrique, quoi. Donc tranquillou, hein, on va dire. Donc je reviens sur Alien versus Predator, le jeu de plateau avec figurines. Donc si vous regardez cette vidéo, si vous êtes abonné à la chaîne, c'est que soit vous avez le jeu, soit vous envisagez de vous le procurer. Et donc le but de la manœuvre, je le rappelle, pour ceux qui arriveraient, qui débarquent un peu à froid ici, c'était de retrouver, on va dire, une variante du jeu en mode solo coopératif, et peut-être pourquoi pas par la suite multijoueur, pour améliorer la mécanique du jeu, puisque ben, c'est un univers qui moi me fait énormément kiffer, mais le problème c'est que le jeu avait quand même pas mal de lacunes. Il y avait de très bonnes choses, mais il y avait des choses franchement, enfin, le mode solo, c'était vraiment The Last Stand, pour me parler de lui. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, c'était franchement pas terrible quoi. Donc il y avait de l'idée, mais pour moi c'était pas super bien testé, parce qu'en fait c'était pas, quand ils ont vendu leur cam, c'était pas l'objectif recherché, l'objectif premier du moins recherché. Alors je reviens aussi avec cette vidéo parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une actualité assez riche dans ce monde, dans cet univers, dans cette franchise, et ça c'est une super bonne chose. Donc d'ailleurs, il n'y a pas qu'Alien d'ailleurs, pour la petite aparté, il y a eu un Kickstarter là qui s'est fait à la rentrée sur le film de John Carpenter, The Thing. Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ce classique du cinéma, mais franchement je vous le recommande. Moi ça m'a toujours fait kiffer cette histoire de groupe de chercheurs isolés sur une base polaire et qui se retrouvent confrontés à un truc extraterrestre improbable. Bref, en mode Survivor, donc franchement un très bon film. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut savoir qu'il y a, quand j'étais jeune, il y a quelques films de SF qui m'ont vraiment impacté. Donc The Thing de John Carpenter en fait partie, mais pas que. Il y a eu bien entendu Alien, le 8e passager, avec Sigourney Weaver. Il y a eu Blade Runner, évidemment. Et enfin, La planète des singes. Donc, et là, je parle des films avec, comment il s'appelait cet acteur américain qui est décédé, qui était une star hollywoodienne de l'époque, je ne me rappelle plus. Bref. Et bon, depuis, il y a eu le fameux remake qui a été fait, le reboot de la franchise, qui est très bon d'ailleurs, je trouve, personnellement. Mais bon, moi, je suis plutôt bon spectateur là-dessus, je ne suis pas critique. Voilà, bref. Donc j'ai participé à ce KS, donc qui sera livré, normalement, si tout se passe bien, on va dire, bon, c'est un KS, on prend des risques sur les délais de livraison, déjà qu'on est livré, c'est déjà bien. Après, il ne faut pas être à la minute près, quoi. Donc ça sera d'ici la fin de l'année prochaine, je crois. Et franchement, c'était une super campagne, je trouvais, quoi. Donc on sent qu'il y avait une volonté vraiment de se rapprocher du film, voilà, de retrouver cette sensation cinématique, on va dire. Et donc ça rejoint un petit peu Alien versus Predator. On aimerait retrouver ce côté un peu cinématique et pas trop mécanique. Et c'était ça le gros défaut que je trouvais, c'était hyper mécanique. Alors aussi, j'en profite au passage pour remercier ceux qui ont participé via la chaîne avec leurs commentaires et leurs idées pour améliorer le gameplay du jeu. Alors en parallèle de ça, parce que oui, moi là je suis sur une caméra, c'est virtuel, mais je veux dire après j'ai ma vraie vie et j'ai des potes avec qui je joue. Et eux aussi, ils avaient une idée très précise, enfin, ils avaient vraiment travaillé sur une évolution de ce jeu, avec des idées, ça foisonnait, ça partait dans tous les sens. Et alors ça a été trop drôle, parce que je pense qu'en fait, on s'est mal compris dès le départ. Moi, je disais dès le départ, en fait, et si vous regardez mes vidéos, c'était le cas, je disais, je veux peu impacter le matériel. Je veux reprendre certaines mécaniques et les améliorer, mais ne pas refondre totalement, par exemple, les cartes profil ou le système de résolution à l'aide des dés.
Alors là, j'avais un pote, alors lui, il a tout refondu, parce qu'il avait une idée très précise de ce qu'il voulait faire avec ce jeu. Donc c'était refondre des cartes profil de A à Z, refondre du système de résolution à l'aide de dés de 6, dés de 10, tout ça, enfin bref. Le dé de 20, pour lui, c'était trop aléatoire, ce qui est vrai. Les probabilités sont si vous lancez un dé de 20, un dé de 6, ça ne va pas être du tout la même chose au résultat. Et d'un autre côté, j'avais un groupe de joueurs qui était parti on va dire, en s'inspirant d'une mécanique de jeu indé. Alors qu'est-ce que j'entends par jeu indé? C'est Pulp Alley par exemple, vous savez, ou Relic Blade. C'est des mecs qui sont dans leur coin, ils font leur propre jeu, qui marchent très bien d'ailleurs, enfin qui marchent très bien, ça n'a pas l'impact d'une machine de guerre, mais la mécanique du jeu est vraiment sympa. Si vous ne connaissez pas Pulp Alley, moi je vous conseille de tester la mécanique du jeu, elle est vraiment sympa. Il y a de quoi s'amuser, vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs simultanés, c'est vraiment fun. Bref, donc il s'était inspiré d'une mécanique d'un jeu comme ça, là, et en fait au final, j'avais beaucoup d'informations qui arrivaient, je ne pouvais pas tout traiter. Alors déjà que moi j'ai essayé de me concentrer sur mon propre mécanique, et donc à un moment donné j'ai saturé. En fait je suis arrivé à... J'ai fait des parties, j'ai pas tout filmé évidemment, mais j'ai vraiment entier des parties. Et franchement à un moment la conclusion c'est, elle était là devant moi, je me faisais chier comme un rat mort en fait. On lançait les dés, bref, ça allait pas. Donc j'ai envoyé tout bouler d'un côté. Entre temps, j'en ai profité pour me faire plaisir. J'ai mis la main sur cet import, lui qui fait des placements de produits. Ouais, j'ai investi dans ça, Aliens. C'est une édition import bourrée. Franchement, j'ai des potes, quand ils regardent des films, ouais, le grain, la texture, machin. Moi tu mets un film, du moment que c'est pas en 4 tiers, c'est bien, quoi, tu vois. Et je l'ai regardé en Blu-ray, parce que c'est un Blu-ray, de toute façon j'ai pas le choix. Bon, je voulais le voir en mode VHS, j'ai pas compris. Donc j'ai regardé en Blu-ray sur ma PlayStation, et franchement, alors je dois dire, ouais, là c'est un apport qui vaut le coup au niveau de l'image, et en plus c'est la version étendue, donc il y a rajout des scènes coupées. Parce que vous savez, vous avez toujours la version qui est sortie à l'époque, puis après la version extended cut qu'on appelle, là, ils ont fait la même chose pour Blade Runner et tout, et pour les aliens ça existe également. Et c'est là qu'on se dit, putain, le film quand même, il tient la route. Franchement, même en 2020, bientôt 2021, c'est un film qui tient la route. Alors effectivement, il y a quelques petits effets spéciaux. James Cameron, ce qui m'emmerdait à l'époque, il le faisait déjà avec Terminator, c'était ces histoires d'éclairs. Franchement, ça le faisait hyper, ce truc-là. Moi, déjà à l'époque, je n'étais pas très fan. Parce que vous savez, sur ce film du moins, vers la fin, lorsque l'alien remonte sur les passerelles, tout est en train de se casser la gueule, et ils éclairent là. Ah bref, je trouve ça nul, mais c'est le seul truc. Après, pour tout le reste, ouais, franchement, ça vaut vraiment le coup. Si vous arrivez vraiment à vous mettre la main dessus, c'est un tour. Ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Donc voilà, et donc retrouver ce côté cinéma. Ah oui, je me suis perdu. Retrouver ce côté cinématique, en fait. Voilà, c'est ça. J'ai essayé de retrouver ce côté cinématique du jeu. Alors, et je fais également cette vidéo, pourquoi? Parce que l'actualité est vachement riche actuellement dans l'univers d'Alien. Je ne sais pas ce qui se passe, alors que les mecs sont réveillés, ils ont dit « Ouais, 2021, ça sera Alien ». Il y a le jeu de rôle qui est sorti, et on se fout pas de ma gueule. Le mec dit qu'il voit Alien, un caleçon, je prends... j'ai pratiqué les jeux de rôle, ouais, j'ai pratiqué dans ma prime jeunesse, avant de m'engager dans l'armée, parce qu'après j'avais plus le temps, j'avais autre chose à penser. Donc Alien. Donc là c'est Arcane Asylum, hein, c'est la version française, hein, qui est sortie pour les fêtes de Noël. Ça part plutôt bien. Alors, je montre, je ne l'ai pas encore ouverte, parce que ça fait partie de mes cadeaux de Noël. Alors, il ne faut pas déconner non plus. Hein. Si je ne veux pas dormir sur le canapé, il faut respecter certaines règles. Donc, les retours sont super bons. Ça me donne vraiment envie de me remettre au JDR. Je n'ai pas pratiqué depuis des années et des années, parce que tous ceux qui font du JDR savent que c'est pas... Ça demande énormément de préparation. Enfin, peut-être moi maintenant, parce que je ne pratique plus. Je sais qu'ils ont fait beaucoup d'efforts là-dessus. Moi, quand je le faisais, j'avais 17 ans, 16 ans, je passais mes week-ends là-dessus. Vendredi, samedi, dimanche, j'avais pas de vie, quoi. Je veux dire, les nanas, c'était vraiment secondaire. Et donc, j'ai pratiqué Paranoia. Qu'est-ce que j'ai pu me... Putain, je me suis tapé des barres avec ce jeu.
paranoïa, vous savez, ce monde dirigé par un ordinateur complètement débile, qui contrôle les gens, qui sont mutants, qui font partie de sociétés secrètes, donc ce qui fait d'eux par défaut des traîtres. Et ils chassent les traîtres, enfin bon bref, c'était vachement sympa. J'avais pratiqué également James Bond, Vampire la Mascarade. Bon, ça c'était un pote qui masterisait, moi c'était pas trop mon univers. Bloodlust, il y avait quoi encore bah oui, le mythe de Cthulhu, évidemment, ça j'en ai fait des parties aussi pas mal. Et après, bon, j'ai complètement décroché de cet univers. Puis c'est vrai qu'à l'époque, à l'âge que j'avais, il y avait des boutiques spécialisées, ça tournait vraiment plein pot. Bref, donc ils ont annoncé le jeu. Bon, c'est évidemment, à l'origine, c'est pas un jeu français, hein, tout était en anglais. La qualité, franchement, est au rendez-vous. Au niveau, il y a une charte graphique, on va dire, esthétique, que vous pouvez glaner sur le net. Franchement, ça vaut vraiment le coup d'œil. Moi, je trouve que ça me parle, honnêtement, ça me parle. Ensuite, effectivement, la mécanique du jeu, il y a un système de dés de stress. En fait, c'est des règles simplifiées, mais qui fonctionnent très très bien, visiblement. Il y a des ouvertures de boîtes qui vous montrent, donc voilà, vous allez les trouver dans les boutiques spécialisées, je ne citerai pas la plus connue évidemment. Bref, donc voilà, et donc il va y avoir des extensions par rapport à ça, et d'ailleurs il va y avoir une extension sur les Marines Coloniaux, avec scénario, tout ça. Donc ça peut m'intéresser. Et d'ailleurs, dedans, il y a peut-être des éléments avec lesquels je pourrais faire du crossover, on va dire, c'est-à-dire prendre pour pouvoir l'amener dans l'univers d'AVP, le jeu de plateau avec figurines. À voir, quoi. À voir. Donc je suis obligé de patienter encore. Je ne peux pas gruger, mais bon, voilà, c'est fait. Et donc, pour revenir toujours à la mécanique du jeu, donc il s'est avéré qu'au final, à force de faire des parties, je me suis retrouvé à m'emmerder royalement sur le plateau de jeu. Peut-être parce qu'effectivement je faisais trop de parties coup sur coup, parce que j'essayais vraiment d'avoir le déclic, et il s'avérait qu'en fait je m'emmerdais. Donc je suis passé à autre chose évidemment, et entre-temps j'avais investi dans ce jeu-là, Ears Negan, qui n'a rien à voir, on est bien d'accord, et parce que bon, c'est un petit jeu solo coopératif dans l'univers de The Walking Dead avec Negan, le psychopathe. Et donc c'était intéressant parce qu'il y avait Negan qui est géré par une IA, en plus des zombies qui sont aussi gérés par une IA. Et c'est un espèce de donjon crawler qui se situe dans l'usine désaffectée qui sert de QG à Negan, le fameux sanctuaire. Et donc le but des parties scénarisées de cette boîte de jeu, c'est d'amener Negan d'un point A à un point B et donc de sécuriser en fait le sanctuaire, l'usine. Alors ce qui était intéressant dans cette mécanique, c'est que bon, effectivement Negan a des réactions complètement imprévisibles, qui sont déterminées par des cartes aléatoires, tirage de cartes aléatoires, et évidemment les zombies spawn. Alors, par contre, il y a deux choses qui m'ont interpellé en jouant à ce jeu-là, qui est très sympathique, je le conseille pour ceux qui cherchent un mode solo coopératif, semi-coopératif, parce que quand vous jouez à Ears Negan, il faut savoir que les joueurs cherchent à devenir le chouchou de Negan, son nouveau lieutenant. Donc il y a des points de réputation à gagner, et c'est l'occasion de faire de temps en temps des petits coups de pute à son voisin, voilà, se faire mousser devant le chef, quoi. Un peu comme ça que ça marche dans les entreprises d'ailleurs. Bon bref, et du coup, ce que je trouvais très intéressant, c'est effectivement, il y a deux choses que j'ai trouvé intéressantes, c'était, pareil, il y a un système de spawn. Vous avez des jetons rôdeurs, donc c'est du bruit, vous n'êtes pas sûr, etc. Et dès que vous avez une ligne de vue, voilà, on révèle le jeton. Bon, c'est ce qu'on fait avec les jetons bits de AVP. Sauf que sur certains des jetons, c'est des faces vierges. Donc ce sont de fausses alertes. Et ça, dans AVP, il n'y a pas. Je veux dire, quand vous piochez pour la ruche, vous savez systématiquement qu'il y a quelque chose. Il n'y a jamais rien. Et ça, je me suis dit, tiens, ça, c'est des jetons vierges à intégrer dans le pool, le pool de la ruche. Et voilà, ce qui fait que, bon, ça met de la tension, ça met un peu de pression, mais en fait, au final, quand on voit qu'il n'y a rien, on est soulagé, parce que ça relâche un peu la tension, on va dire. Donc ça, déjà, il y avait cette première chose. Deuxième chose, donc effectivement, il y avait les cartes événements, dans ce jeu, je parle toujours de celui-là, qui font spawner des zombies à chaque nouveau tour de jeu. Bon, il y a la même chose dans AVP, sauf qu'ils ont rajouté quelque chose, c'est à l'ouverture des pièces. Quand vous ouvrez des pièces dans le jeu de Ears Negan, vous déclenchez un effet,
Et donc vous piochez une carte pièce, et là il se passe des choses dans cette pièce. Et là c'est pareil, je me suis dit, tiens, dans AVP, effectivement on a des salles. On a la salle d'hibernation, on a le pont, on a la salle des machines, on a 5 salles en fait au total. Et j'ai dit, bah tiens, déjà le but c'était de scénariser les scénarios de The Last Stand, pour pas que ça reste trop mécanique, trop figé. Donc, parce que dans The Last Stand, c'est quoi? Il faut que j'aille d'un point A à un point B pour colmater les brèches. Bon, pas hyper passionnant, hein, voilà, on tire de foire, quoi. Bref, donc là, je me disais, bah tiens, si on scénarise, bah oui, donc autant exploiter les salles. Donc effectivement, on peut mettre un objectif principal, par exemple, sur le pont, je sais pas, aller récupérer des données, et après mettre des objectifs secondaires dans les autres salles. Bref, donc ça, déjà, bon, on a un but beaucoup plus précis, et donc on va se déplacer à ce point-là pour aller à l'autre point, etc. Donc c'est moins linéaire. Et donc voilà, je me suis dit, tiens, déjà ces 2 éléments à intégrer, ça serait vraiment pas mal. Et ensuite j'ai vu, alors je pense que vous avez dû déjà en entendre parler aussi, c'est le jeu Nemesis d'Awaken Realm, donc il y a plein de vidéos qui foisonnent dessus. Donc quand c'était sorti au départ, je sais pas pourquoi, moi j'ai bugué sur le plateau de jeu, vous savez, qui représente le vaisseau. Je trouvais pas très lisible le machin, pas terrible. Et c'est marrant, et comme j'étais sur plein de jeux aussi, je suis passé, je dis, ouais, je vais résoudre plus tard, j'ai pas le temps. Et là, j'ai trouvé le temps de le faire, et je me suis intéressé au jeu, et j'ai regardé des vidéos didacticielles sur YouTube. Il y en a de très bonnes d'ailleurs. Alors certaines elles sont super longues, il y a un gars, il a fait des vidéos de plus d'1 heure à chaque fois, mais il a tout détaillé, toutes les phases, phase des intrus, tout ça, etc. Et par contre, il y en a un qui a réussi à condenser ça sur une vidéo de 50 minutes, je mettrai le lien, et je la trouve vachement intéressante, super bien faite. Et là, le mec, il m'a donné envie de jouer au jeu. Hein. Évidemment, c'est en rupture de stock, à des prix pas possibles, pour pas vous en trouver un. Donc, en plus, là, il y a une campagne Kickstarter qui a eu lieu encore. Donc, c'est Nemesis Lockdown, donc un nouveau jeu, on va dire, dans cet univers, en fait. Alors, c'est clair que c'est inspiré d'Alien. Ça, c'est sûr, on va pas se mentir, tout le monde le dit, ça, c'est vrai. Et pareil, c'était donc le principe, hein, c'est qu'en fait vous vous réveillez dans une salle d'hibernation, on va dire, c'est pas comme ça qu'ils appellent ça, mais bon c'est le cas. Et donc vous vous rappelez, parce que votre mémoire est défaillante, vous vous rappelez que vous sortez stase, hein, vous êtes shooté, vous vous rappelez que le cockpit est là, et que la salle des moteurs, les moteurs, parce qu'il y a 3 moteurs, sont de l'autre côté. Et là, vous allez avoir pareil, vous allez tirer au hasard des cartes objectifs, on va dire, qui restent assez secrètes, parce que là, pareil, le but du jeu, en fait, c'est d'accomplir ses propres objectifs personnels. Donc là aussi, vous allez pouvoir coopérer en partie, mais pas tout le temps. Et donc là, pareil, dans la mécanique du jeu, dans l'univers, il y avait des choses super intéressantes, et donc on peut s'inspirer, puisque on voit très bien que se sont très bien inspirés d'Alien, pour l'intégrer dans AVP. D'où cette vidéo que je vous propose aujourd'hui. Donc là, vraiment, ça a été une intro très très longue, j'ai plus vraiment l'habitude de faire ça, j'espère que vous n'êtes pas saoulé. Le mec, il y a des gens en train de dormir, devant son PC, sa tablette. Bon, on en est où là? Donc, là, ce que vous allez voir, en fait, c'est une vidéo sur ce gameplay que je vous propose. Donc, pour vous aider, vous allez avoir les fichiers en téléchargement dans le descriptif, et la vidéo pour vous appuyer dessus. Et moi, je vous invite effectivement à tester chez vous, évidemment, à condition que vous ayez le jeu, et de me faire, de faire des retours, des suggestions. Tiens, ouais, l'objectif c'était pas mal, tiens, tel objectif, est-ce que on pourrait le faire? Donc là, c'est une mission de sauvetage purement et simplement. Donc on va prendre une escouade simple de Marines coloniaux qui ont pour but de procéder à l'extraction d'un VIP de la Weyland Yutani, qui est à bord de l'USS Theseus, qui part en live total, avec donc objectif principal et objectif secondaire. Et donc là, vous allez voir en fait que j'essaye de retrouver cet esprit cinématique du film Aliens. Et donc, j'ai introduit en fait 2 phases dans le jeu. Il va y avoir une phase tactique dans laquelle en fait l'escouade des Marines coloniaux donc, va progresser en prenant, on va dire, plus ou moins son temps, avec un système de spawn à part de la ruche. Parce que là, on considère dans cette première phase que oui, la zone est infestée, la zone est dangereuse, mais la ruche est en sommeil, du moins en léthargie. Donc elle n'a pas trop encore capté la menace de l'intrusion que les marines se représentent. Et ensuite, il y aura une deuxième phase qui, elle, va être une phase, on va dire, offensive, où là, c'est la ruche s'éveille.
Donc une fois que vous aurez en fait atteint le premier objectif principal, et là effectivement, là les brèches qui sont prépositionnées au début du jeu, qui au départ ne sont pas actives, passent actives. Et là le spawn va être beaucoup plus conséquent avec, on rejoint en fait la mécanique de The Last Stand en fait. Et donc c'est pour monter un peu, vous voyez, on est un peu tendu, enfin voilà, dans l'incertitude, il y a du danger qui rôde. Alors je vous rassure, hein, le but c'est pas de se déplacer tuile par chaque room, et puis les mecs discutent entre eux, attention fais gaffe, tu te souviens quand on était sur telle planète. Non, là je veux dire, oui, il y a des risques hein, d'attaque d'aliens, ça continue, mais moindre. Et en plus, avec, dès que vous allez ouvrir les salles, des déclenchements d'événements aléatoires qui vont ajouter des rebondissements, on va dire, de la difficulté, voire du bonus. Ouais, parce que bon, c'est bien beau de taper sur les gens, mais c'est bien aussi de les récompenser à un moment donné, de temps en temps, pour leur donner la volonté de continuer. Et donc voilà, donc je vais arrêter là, on va passer directement sur la vidéo du gameplay. N'hésitez pas, franchement, à tester votre côté. Alors j'essaye, enfin, mon objectif c'est de vous proposer quelque chose qui reste très accessible, et pour que voilà, ce ne soit pas l'usine à gaz, et surtout trouver du plaisir à jouer, à ressortir ce jeu dans cet univers précis et y jouer. Et ah oui, alors dernier aparté, avant que je passe à la vidéo de gameplay, vous saviez, j'avais fait une vidéo sur le jeu là, Aliens Another Glorious Day in the Corps. Donc il est en vente sur Philibert, j'ai vu, enfin du moins là il est en précommande au moment où je parle. Par contre, alors on commence à choper des vidéos d'ouverture, de gameplay, mais en anglais. Et moi ça m'a un peu refroidi, je vous avouerai franchement. C'est pas sur la mécanique du jeu, parce que les règles sont téléchargement libres hein, sur le site de Gale Force 9, en format PDF évidemment, hein, libre. C'est plus effectivement tout le côté graphique, les tuiles, les fiches perso, les cartes. Genre putain franchement, j'ai toujours beaucoup de mal quand on va chercher des images de films, et c'est comme si, je sais pas, moi je fais ça chez moi quoi, je vais dire, ah tiens, je prends le film Aliens, je prends cette image parce qu'elle est fun, et puis je te la colle, je te fais un copier-coller sur une carte, je trouve que c'est pas du beau boulot, surtout quand on voit ce qu'on arrive à faire maintenant de nos jours, avec des trucs, voilà, je reviens à ça, je reviens à Alien, quand on regarde la charte graphique d'Alien, du jeu de rôle, ouais, c'est là-dessus qu'il fallait des trucs qui claquent, quoi, visuellement. Là, sur le jeu, wow, c'est pas top. Alors, les prix aussi sont pas forcément élevés, quoique le jeu de base est à plus de 50 €. Après, il y a une extension une vingtaine d'euros, enfin entre 20 et 30 € pour avoir des personnages supplémentaires. Et après, il y a une autre extension qui revient à 50 €. Donc au total, si vous faites l'addition, vous êtes à un jeu qui a plus de 120, 130 € quoi, pour tout avoir, on va dire. Et alors, est-ce que je le prendrais? Les figurines m'interpellent, parce qu'il y a Sigourney Weaver, dans Ripley, il y a Newt, comme on disait, et puis bon, il y a tous les figurines emblématiques. Après, je me dis 50 €, ouais, pour avoir les figurines. Quand on voit que certains jeux, 50 € c'est un starter, on a 5-6 figurines avec juste les cartes profil. Bon, après, la mécanique du jeu peut être intéressante, et puis voilà. Donc, bref. Donc, ça va pas être ma priorité, ça c'est clair. Acquérir ce jeu tout de suite, là, à l'instant, je dirais non. Donc, par la suite, oui, il y a des fortes chances que je les prenne, mais parce que les figurines m'intéressent. Voilà, c'est surtout ça. Pour pouvoir les intégrer éventuellement dans AVP The Unbegin. C'est tout. Voilà. Donc je pense que je vous ai assez bassiné, là, j'avais pas mal de trucs à dire. C'est normal, parce que si je fais des vidéos tous les 8 mois, je peux pas non plus, voilà, quoique certains se font pas chier, hein, ils arrivent, salut, allez, place au spectacle. Donc voilà, regardez les vidéos de gameplay, donnez-moi vos avis, vos retours, et en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, plein de cadeaux, plein de nouveaux jeux, des super jeux. Et surtout, prenez soin de vous, voilà, gaffe à vous, quoi. Et puis, je vous dis à la prochaine, quand ça sera la surprise, et voilà. Allez, ciao. Ok, très bien. Alors, sans plus attendre, hein, nous allons passer à la vidéo, et on va commencer par la mise en place de la mission. Donc, je rappelle hein, que c'est un fichier que vous pouvez télécharger via le lien descriptif en dessous de cette vidéo.
Donc, pour commencer, eh je vous fais une vue d'ensemble d'abord. Alors, vous allez évidemment, hein, pour ceux qui possèdent le jeu, reconnaître la disposition de la mission numéro 1 du livret de règles. Donc voilà, bon ça ne change pas. Hein, sauf que, enfin si, il y a quand même un petit changement, c'est au niveau des portes. Vous voyez que là, par exemple, on devrait y avoir une porte à ce croisement. En fait, vous n'en mettrez pas. Les portes que vous placerez, en fait, vous les placerez à chaque entrée de salle. Donc, comme il y a 5 salles, vous allez vous retrouver avec 5 portes, d'accord? Plus une 6e, ici, puisque ça va être le point d'arrivée de notre escouade de Marines coloniaux. Alors vous voyez que là aussi, pour la mise en place, donc le déploiement des Marines coloniaux se fait via donc la tuile Predator Pod, capsule de Predator, hein, c'est par là que normalement les Predators arrivent sur le vaisseau. Et ben nous, on va la reprendre à notre compte pour pouvoir déployer notre escouade de Marines coloniaux et pour pouvoir débuter la mission. On a vu les 5 salles. Il y aura également, ça va pas changer. Vous allez aussi vous référer au livre de mission pour installer les fameuses brèches de la ruche. Elles sont au nombre de 4. Donc là, je ne me suis pas embêté, je n'en ai pas mis en chambre d'hibernation. Par contre, j'en ai mis une comme convenu dans le livre des règles, au niveau de la mission, au niveau de l'armurerie, au niveau du laboratoire et qui fait également office de capsule d'évasion, au niveau de la salle des machines et au niveau du pont. Voilà. Il faut savoir aussi qu'alors ça, je vais le développer au fur et à mesure. Donc pour l'instant, ça reste assez brut. Mais sachez que les salles vont avoir une interaction. Hein. C'est-à-dire que non seulement vous allez devoir essayer de localiser dans une de ces salles votre objectif principal, c'est-à-dire le scientifique de la Weyland-Yutani, hein, qui s'est caché quelque part au niveau de ce pont. Mais comme, je le rappelle, vous allez déclencher à l'ouverture de chaque porte un événement précis, vous risquez d'avoir besoin d'aller interagir dans une autre salle. Et bien ça, on va le voir au fur et à mesure dans les exemples que je vais vous montrer. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux dire. Je crois que dans l'ensemble, on a fait le tour du propriétaire. On a toujours les fameux conduits d'aération. Et vous verrez qu'ils pourraient s'avérer être beaucoup plus utiles pour les Marines coloniaux dans ce mode de jeu. Donc voilà pour la présentation, on va dire sommaire, hein, présentation de la map hein, dans son ensemble. Alors je rappelle, hein, c'est la plus petite map. Hein. C'est pour ça que je l'ai choisi aussi. C'est parce que ça va vous permettre d'une mise en place rapide et de pouvoir tester les mécaniques du jeu plus rapidement, plus facilement. Et évidemment, là à côté, à proximité, à portée de main, les fameux tableaux hein, que je vais pouvoir utiliser, que ce soit pour le déploiement des aliens, pour l'interaction de chaque salle, qu'est-ce qui va se passer à l'ouverture de chaque porte, etc. etc. J'ai également constitué mon pool de jetons blip pour la ruche. Alors j'ai tout mélangé, j'ai mis tout ce que j'avais, les Facehugger, les Alien Warriors, Inbound Warriors, Splitter. À part, j'ai mis, pour la deuxième phase du jeu, j'ai mis les aliens guerriers évolués ainsi que la reine, puisque c'est des socles beaucoup plus importants, et ils rentreront en jeu beaucoup plus tard. Ensuite, les cartes profils des aliens qui sont susceptibles de jouer, les cartes profils de mon escouade, donc là je commence avec une escouade de 5 Marines coloniaux, et évidemment le deck de cartes tactiques des Marines coloniaux. Donc là vous voyez, je n'utiliserai pas durant cette émission le deck de cartes événements que l'on pioche au début de chaque tour. Et je rappelle que les emplacements de brèches de la ruche ne seront pas utilisés durant la première phase de jeu, ce que j'appelle la phase tactique. Bon, je pense que là, j'ai suffisamment dit sur la présentation. Maintenant, on va passer directement, on va découper. On va commencer par la phase tactique du jeu. Et donc, on va voir les mécaniques, comment cela fonctionne. Alors, nous y voilà. Donc, nous avons fait la mise en place, nous avons déployé notre escouade de Marines coloniaux, nous allons pouvoir attaquer la mission proprement dite. Donc, comment cela va-t-il se dérouler? Donc, je vous ai parlé de 2 phases. Donc, on va dire, c'est comme dans les films, hein, on va avoir 2 parties. La première partie, on va être en phase d'exploration. Hein.
On va essayer de localiser notre objectif principal, c'est-à-dire le scientifique de la Weyland-Yutani, hein, qui donc s'est dissimulé au niveau de ce pont. Et une fois que l'escouade aura mis la main, hein, sur le VIP pour pouvoir donc procéder à son extraction, on va passer dans la deuxième phase donc, de la mission. Et là, clairement, on va passer en phase offensive. Donc dans cette première phase, la ruche considérée, on va dire, comme étant en sommeil, en léthargie. N'empêche qu'il y a quand même des aliens qui se baladent, hein, et qui restent belliqueux. Par contre, dans la deuxième phase, lorsqu'on va passer en mode offensive, on va changer radicalement en fait, de rythme. Et pour faire simple, en fait, la deuxième phase, qui est la phase offensive, on va appliquer les règles du mode de jeu The Last Stand. C'est-à-dire que là, les localisations des brèches, hein, donc vont devenir toutes actives. Et là, ça va spawner beaucoup plus fortement, par le nombre et par la force, puisque à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, la reine alien et les guerriers évolués, bon, moi c'est ma collection personnelle, hein, après si vous avez beaucoup plus de choses, mais n'hésitez pas à les mettre dedans, vont entrer en jeu. Donc ça va vraiment compliquer la situation et la mission des Marines. Donc, là, nous sommes dans la première phase de jeu, donc en mode tactique. Alors, concrètement, comment cela va-t-il se traduire? Eh bien, ça va surtout impacter le déplacement de vos Marines et le spawn des aliens. Il est clair, alors vous avez deux solutions, soit vous vous déplacez, soit vous effectuez une progression tactique, donc qui est beaucoup plus prudente, hein, et qui va vous permettre, on va dire, d'anticiper les mauvaises surprises, ou soit vous allez vous déplacer, progresser de manière normale. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais alors dans ces cas-là, autant privilégier le déplacement tactique. Vous avez tout à fait raison. Mais, je le répète, à l'ouverture des salles, vous allez déclencher des événements et vous allez voir que certains de ces événements vont vous obliger à changer de mode de déplacement, parce que ça va urger. Et si vous ne voulez pas mourir, eh ben, il va falloir vraiment accélérer le mouvement. Donc prendre beaucoup plus de risques à ce moment-là. On va commencer donc par un déplacement tactique. Donc, nous avons notre escouade de 5 Marines coloniaux, le Motion Tracker, 2 Pulse Rifle, le Medic avec son lance-flamme et le Smart Gunner. Alors, j'ai une porte qui me fait face, évidemment, puisque je viens d'arriver, je viens d'accoster à bord du vaisseau. La porte est fermée, donc je n'ai pas de ligne de vue directe sur cette tuile, donc je ne sais pas ce qui se passe derrière, et je risque fortement de rencontrer un danger. Alors, j'ai le choix, soit je me déplace normalement, donc bah là c'est très simple, pour un point d'action j'ouvre la porte, deuxième point d'action, ben, après voir ce qui se passe, j'avance ou je tire en fonction de ce qu'il y a. Deuxième option, je vais utiliser le scan de mon Motion Tracker. Alors le Motion Tracker, dans les règles du jeu, a une portée jusqu'à 3 tuiles et il n'y a pas d'obligation d'avoir de ligne de vue. Donc ça c'est un avantage. Donc ça permet de capter les mouvements. Et c'est ce que je vais faire. Donc premier point d'action, j'active mon Motion Tracker et je fais un scan sur ces 3 tuiles. Alors je sélectionne les tuiles de mon choix, je peux commencer par celle-ci, celle-là ou l'autre. Donc bon, peu importe, on va commencer par celle qui nous fait face. Et pour cela, je vais me référer au tableau donc, de déploiement des aliens en progression tactique. Je vais lancer un dé de 20 et je vais appliquer le résultat. Alors prenons la tuile qui nous fait face, qui est juste derrière la porte. Je fais un 10, et un 10, donc là j'ai aucun signal. Je sais que c'est net, il n'y a rien à craindre. Je sélectionne la tuile qui est sur la droite ici, je lance un dé de 10, je fais un 16. Là par contre, le 16 m'indique qu'il y a des multiples signaux. Donc je vais aller piocher de manière aléatoire dans mon pool de la ruche alien, et je place 2 jetons blip sur cette tuile. Voilà, ici. Et je termine par la tuile qui se trouve ici. Donc, rebelote, je lance mon dé de 20, j'obtiens un 8, et en fait, bah, signal clair, il n'y a rien. Donc, pour faire simple, de 1 à 10, il ne se passe rien. De 11 à 15, vous aurez un signal clair, donc un jeton. Et si j'obtiens 16 à 20, il y aura multiples signaux. Donc là, je placerai 2 jetons. Vous voyez ?
Donc mon Marines, là, il a capté quelque chose. Alors on imagine, hein, cinématiquement, j'aime bien ce terme-là, cinématiquement, bon, alerte les gars, là c'est clair, mais sur le côté, il y a certainement quelque chose. Donc, deuxième point d'action, je peux ouvrir sereinement cette porte, parce que j'ai rien qui va me sauter dessus. Donc il dépense son deuxième point d'action, il ouvre la porte, et ceci met fin à son activation. Comme c'est toujours aux joueurs Marines de jouer, donc là, ben, j'ai le choix. Bon, soit je m'avance, donc si je m'avance ici, je vais établir une ligne de vue directe sur cette tuile, donc je vais pouvoir révéler les jetons blip et voir à quoi j'ai affaire. Soit ben, je la joue secure et je vais activer mon Marines équipé de son lance-flamme. Et comme je partage la même tuile, je suis à proximité hein, du motion tracker avec la fameuse compétence spéciale ping, je vais pouvoir déclencher pour un point d'action mon Burning Inferno jusqu'à 2 tuiles de distance sans avoir la nécessité d'avoir une ligne de vue dessus. Alors c'est ce que je décide de faire. Je déclenche ma compétence Burning Inferno. Donc, je rappelle que le Burning Inferno coûte un point d'action et il va créer un auto-hit direct sur tout ce qui est sur les tuiles impactées. Donc, les 2 jetons blip qui sont ici vont subir le Burning Inferno. Je révèle les pions puisque j'ai pas d'autre choix parce que ben voilà, il faudra que je fasse automatiquement des tests d'armure. Je retourne et là, c'est intéressant. Qu'est-ce que j'obtiens ? Eh bien, j'ai un signal, en fait, c'était en fait un écho, hein, comme il le dit dans le film, hein, il pense à un moment qu'il y a un écho, que c'est un écho fantôme. C'était le cas, là c'était un écho fantôme, donc en fait je peux retirer ce jeton. Alors, pour info, j'ai rajouté dans le pool de la ruche 5 jetons vierges. Je pourrais en mettre plus, hein, vous pouvez en mettre 10 si vous voulez, tout dépend de la collection que vous avez. Moi j'en ai mis 5, je trouve que là ça le rend plutôt bien. Par contre, le deuxième jeton qui est révélé, il s'avère que c'est un Alien Infant Warrior. Je vais remplacer donc le fameux jeton par la figurine correspondante et je vais procéder directement à son test d'armure. Ok, donc j'ai remplacé le jeton blip par la figurine correspondante et le fameux jeton en question, hein, celui-ci, je ne le remets plus dans le pool de la ruche, je vais le mettre de côté. Il a joué, on va dire, hein, donc voilà. Ça va permettre aussi de renouveler tous les jetons blip de votre collection, c'est-à-dire que vous êtes sûr que chaque figurine va pouvoir spawner à un moment donné ou un autre. Parce que si vous les remettez dans la pioche, déjà, qu'est-ce qui va se passer ? Vous risquez de manière aléatoire retirer plusieurs fois le même type d'alien. Là, j'ai tout mélangé. Donc, on sait déjà qu'il y a 10 Infant Warrior. Bon, déjà, il n'en restera plus que 9. Voilà. Et puis, ça peut aussi permettre, on va dire, une fois que la ruche est épuisée, voilà, ça peut être aussi, on va dire, une manière de jouer. Vous n'êtes pas obligé, une fois le pool épuisé, de le renouveler. Vous pouvez très bien considérer, puisque je rappelle quand même que le jeu est assez difficile, une fois que le pool est épuisé, il n'y a plus d'aliens. Hein, c'est-à-dire que voilà, la ruche, elle est repartie en sommeil. Hein, il faut qu'elle reponde des œufs. Il faut qu'elle se renouvelle, elle aussi. Voilà, elle a mis toutes ses forces dans la bataille. Bref. Donc, j'effectue, puisque j'ai déclenché un Burning Inferno sur l'alien qui est ici, j'effectue son test d'armure, puisque c'est un auto-hit. Donc, pour rappel, hein, le Burning Inferno a une force de 12, donc moins 2 sur le test d'armure de l'alien Infant Warrior. Son armure étant de 13, il passe à 11. Je lance le dé de 20, 8, il encaisse. Donc, il ne meurt pas. Mais... donc là, normalement, fin de l'activation du Marines équipé du lance-flamme, et puis on passe effectivement à l'activation d'un autre Marines de l'escouade. Bon, quoi qu'il en soit, ça c'était la première action de notre Marines. Il lui reste encore un deuxième point d'action. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est de connaître la réaction de l'alien qui vient d'être attaqué. Oui. Parce que ça vient de lui tomber dessus, donc il est surpris, hein, et donc il va avoir une réaction d'instinct. Donc on va lancer un dé de 20, et en fonction du résultat obtenu, là encore, on va consulter un tableau dédié à ça, et voir comment l'alien réagit. Alors pour rappel, hein, ce tableau, vous allez le retrouver avec, sur la même page que les autres tableaux qui concernent le déploiement de la ruche en progression tactique, en progression offensive.
tableau de réaction des aliens révélés, tableau des réactions des aliens face au tir, et il y a même un tableau concernant les blessures des Marines. Mais ça, bon, on va le voir au fur et à mesure, tranquillement. On reste concentré déjà sur ce qu'on est en train de faire. Donc je lance le dé pour connaître la réaction de l'alien. Je lance, j'obtiens un 9. Donc, comment réagit l'alien? Eh bien, indifférent. L'alien ne bouge pas, mais se met à grogner en direction de l'attaque. Donc, ça lui a un peu cramé, on va dire, la carapace. Hein. Il a senti une chaleur. Donc, ça, voilà, on va dire qu'il se retourne. D'accord? Il était peut-être de dos à ce moment-là, et il se retourne. Donc, pour l'instant, l'alien va donc pas plus réagir que ça. Il reste sur sa tuile là où il est. Ah, il nous reste un deuxième point d'action. Bah, là, notre Marines avec le lance-flamme, eh ben, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Est-ce qu'il s'avance? Alors, il pourrait faire ça. Hein, bah, disons que ouais, allez, il va le faire. Hein. Bon, comme ça va permettre aussi de montrer beaucoup plus de choses rapidement. Donc, il s'avance ici, d'accord? Et là, par contre, en faisant ça, il risque de déclencher une seconde réaction. Parce qu'il y a une réaction des aliens face au tir, donc face aux attaques, et une réaction des aliens dès qu'ils voient en ligne de vue directe un Marines, un humain. Marines, humain, donc j'entends aussi les PNJ humains, hein, puisque là, dans cette mission, il faut aller sauver un PNJ humain. Donc, on va relancer un dé de 20, et cette fois-ci, on va se référer au tableau concernant justement réaction des aliens révélés. Donc c'est très simple, et il y a une chance sur 2, en lançant le dé de 20, que l'alien, 50% de chance, hein, que l'alien s'active en fait. On lance le dé, il fait un 11, et ben manque de peau pour notre médic. Mais là, bon, évidemment, je n'aurais pas joué ça comme ça, mais c'est pour vous montrer la mécanique du jeu. Ben, l'alien, là, donc non seulement ça met fin à l'activation de notre Marines colonial, hein, je mets ici le jeton d'activation, hein, sinon, au bout d'un moment, je risque, vu que je suis dans mes explications, oublier qui a joué et pas joué, le motion tracker. Donc l'alien, là, du coup, passe en mode activation. Donc ce qui met, on va dire, ça suspend l'activation de l'escouade des Marines coloniaux, et l'alien réagit et passe à l'attaque. Il avance d'une tuile, première action, et deuxième action, il lance une attaque contre le Marines qui s'est avancé imprudemment dans le couloir. Alors là, en plus, notre escouade qui est ici, ils ne peuvent pas réagir, hein, puisque ça suspend l'activation de l'escouade, et eux, ils ne sont pas en mode sentry, en mode sentinelle. Alors, vous auriez pu les mettre en mode sentinelle. Alors, comment? Parce que je rappelle que, alors c'est vrai que j'ai oublié de le faire, mais vous avez vos cartes tactiques. Alors, disons que je prends 5 cartes tactiques, 1, 2, 3, 4, 5, et là, ça va être l'occasion de jouer justement une ou deux cartes tactiques. Donc là, pareil, dans ce mode de jeu, on pioche 5 cartes tactiques et on en joue 2 maximum par tour. Et on renouvelle sa main au tour suivant jusqu'à 5 cartes. Donc, qu'est-ce que j'ai Donc, j'ai une carte conditionnelle, hein, Body Trap. Cibler n'importe quelle figurine qui vient juste de compléter n'importe quelle action de mouvement ou de course. La figurine cible reçoit un autohit d'une force de 15 instantanément après avoir fini son mouvement ou son action de course. Alors j'ai Shut It Up, Perfect Timing. Alors là, par exemple, lors de l'activation de mon Marines, hein, j'aurais pu, puisque c'est une carte active, mettre effectivement 2 de mes Marines grâce à cette carte-là, hein, qui est Perfect Timing, en mode Sentry. Ce qui veut dire que lui, dès qu'il arrive sur la tuile après sa première action, les 2 autres agissent pour essayer de le dégommer. Bon, là, on va la jouer, on va dire, hein, on va la jouer comme si, voilà, hein, j'y ai pas pensé avant. Donc, je vais quand même jouer Body Trap, puisque c'est une carte conditionnelle. Donc, je claque ma carte tactique, et ce qui fait que l'alien, avant de pouvoir déclencher sa deuxième action d'attaque, il subit un auto-hit d'une force de 15. Donc, il va devoir réaliser un test d'armure. Donc, son test d'armure passe à 8, je lance son dé de 20, il fait un 10, c'est pas suffisant, donc l'alien tombe dans le piège. Hein, on va dire que notre Marines a eu juste le temps de réagir au moment où il a vu l'attaque qui lui arrivait dessus. On défausse la carte, on retire l'alien et on effectue un jet d'acide. On lance le dé, 14, il n'y aura pas de projection d'acide sur la tuile et donc il pourrait potentiellement blesser notre médic. Il s'en sort plutôt bien. Donc là, ça reprend, cette activation d'escouade qui était suspendue, reprend son cours normal. Et là, c'est intéressant, puisque en s'avançant dans le couloir, donc je rappelle qu'on est en mode tactique,
le motion tracker a scanné la tuile qui était ici, celle-ci et celle-là. En revanche, le Marines impétueux là, qui vient de s'avancer dans le couloir, là on voit bien qu'il ne peut pas établir une ligne de vue directe sur la salle des machines puisque la porte qui lui fait face est fermée. En revanche, sur le couloir du fond, bah là c'est une nouvelle découverte. Alors voyons, on fonctionne un peu comme un style de brouillard de guerre. Donc là, on va lancer un dé de 20 et voir ce qui spawn. Alors on est toujours, hein, comme c'est un déploiement en mode tactique, on va lancer le dé de 20 et on va voir bah, ce qu'il en résulte. Donc je pose ma caméra ici, je lance mon dé de 20, j'obtiens un 10, ça va, il s'en sort bien, le signal est clair, il n'y aurait rien à ce niveau-là. Donc on continue notre progression. Alors, pour savoir quand est-ce qu'on est en progression tactique ou progression normale, c'est le motion tracker qui donne le rythme. Dès que vous utilisez en première activation de l'escouade le motion tracker pour scanner des tuiles, on considère en fait que les tuiles que vous allez découvrir dans ce round, d'accord, vous les traitez, hein, la découverte de ces tuiles avec l'éventualité de spawn alien, avec le tableau progression tactique. Donc maintenant, la question est, bon, je sais que là-bas, il n'y a rien à craindre, en direction de la salle du pont, est-ce que je décide d'aller dans cette direction ou je décide de tenter ma chance au niveau de la salle des machines? Dans l'exemple qui nous intéresse, hein, on va préférer cette option-là. Il me reste 3 activations à faire, donc je décide d'activer un de mes Marines Pulse Rifle et de s'avancer. Donc premier point d'action, un déplacement, deuxième point d'action, un deuxième déplacement, hein, donc ce qui équivaut hein, à une course. J'arrive face à la porte de la salle des machines, mais ce faisant, j'arrive aussi, je me retrouve adjacent à une tuile qui n'a pas été scannée. Donc là, rebelote, hein, je pioche, je lance un dé de 20 et j'applique le résultat du tableau. Et 1, ben ça va. Tout est calme, tout est clair, il n'y a aucun signal à ce niveau-là, ça ne craint pas. Alors, bah, maintenant que je sais ça, hein, donc voilà, je vais pouvoir activer le reliquat de mon escouade. Donc le deuxième Pulse Rifle 1, 2, qui vient se positionner ici, fin de son activation, et enfin le dernier, le Smart Gun 1, 2, qui vient ici. Voilà. Donc ceci met fin au tour. Vous voyez, il n'y aura rien de bien compliqué hein, dans ce mode de jeu. C'est beaucoup plus simplifié d'ailleurs, puisque je rappelle, pas de tirage de cartes événements au début du tour de jeu, hein, concernant les événements aléatoires qui concernent le vaisseau, et pas de gros spawn d'aliens via les brèches. Donc on passe directement à la phase 2, qui nous intéresse, donc on va essayer effectivement de découvrir ce qu'il y a dans la salle des machines, et on va croiser les doigts hein, pour trouver rapidement notre objectif principal. Alors, je n'oublie pas de renouveler ma carte de main tactique. Donc là, j'en ai dépensé une, je repioche une nouvelle carte pour compléter ma main. Là, j'obtiens Suppressive Fire, qui est une carte active. Je défausse le jetons d'activation et c'est reparti. Alors, je décide d'activer mon Motion Tracker. Donc, hop, je reviens vers là. Pour un point d'action, je m'avance ici. Et deuxième point d'action, je vais encore scanner. Alors, j'ai jusqu'à porter 3 tuiles, sans ligne de vue directe. Donc, voilà, je sais qu'il n'y a rien, puisque j'ai une ligne de vue qui est toujours établie sur cette tuile. Là, il n'y a rien non plus, ça ne craint pas. Donc, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qui est localisé derrière cette porte-là. Donc, j'effectue mon scan et je lance un dé de 20. Et là, j'obtiens un 20. Et donc, le 20, ça veut dire que j'ai 2 signaux clairs qui sont derrière la porte. Donc fin de l'activation de mon Marines, parce que je rappelle que le Motion Tracker... Alors, moi je le joue comme ça, après on peut très bien modifier cet état de fait. Donc c'est-à-dire que premier point d'action, je me déplace, deuxième point d'action, ça me coûte un point d'action pour scanner. Mais vous pouvez très bien considérer que c'est une compétence passive. À voir si on la joue comme ça. Mais bon, ça donne du peps, hein, du coup, automatiquement à ce joueur, parce que deuxième point d'action, il va pouvoir se déplacer une deuxième fois, tirer. Pourquoi pas? À voir. Mais pour l'instant, je le joue comme ça. Donc, quand il utilise le scan, hein, ça lui coûte un point d'action. Donc, il arrive, donc c'est fait. Alors, maintenant, qu'est-ce que je décide de faire? Bon, le Smart Gun, comme c'est quand même ma puissance de feu, et je veux pallier à toute mauvaise surprise, hein,
je vais dépenser ces 2 points d'action. Voilà. Et je mets à proximité de lui un jeton Sentry. Alors j'en ai profité pour réaménager un peu l'espace, hein, pour pouvoir avoir un champ de vision un peu plus large, on va dire. Donc du coup, j'ai claqué ces 2 points d'action pour le mettre en mode Sentry. Et je fais la même chose avec ce Marines qui est ici. Hein, donc je claque ces 2 points d'action, pareil. Donc j'ai 2 figurines que je place en mode Sentry. Et lui qui est ici, eh ben, il va se porter volontaire désigné d'office pour dépenser un point d'action pour procéder à l'ouverture de la porte. C'est ce qu'il fait. Premier point d'action, il ouvre la porte. Alors je regarde également aussi mes cartes tactiques, hein, je rappelle, n'oubliez pas de consulter vos cartes tactiques pour voir si vous n'avez pas quelque chose à rajouter. Hein. Voilà, enfin bon, bref. On s'en fout en fait, là on va surtout se concentrer sur la mécanique du jeu, ça c'est le vieux réflexe. Ouais, alors qu'est-ce que je pourrais jouer? Donc du coup j'ai une ligne de vue claire et nette qui s'établit sur les 2 fameux signaux hein, que j'ai détectés au préalable. Je les retourne, ah ben là un faux écho encore, donc je n'ai rien, et ici 2 faux échos. Oh con. Je rappelle qu'il n'y a que 5 jetons dans le pool. Hein. Donc là, bah voilà, le gars, les mecs, ils étaient prêts à en découdre, prêts à défourailler. Bon, j'ai quand même cramé 2 activations. Hein. On va dire, là, eux, ils peuvent plus agir sur ce tour, du coup. Hein. Enfin, si, à la fin du tour de jeu, je rappelle que le mode Sentry, hein, si vous ne les avez pas joués durant le tour, à la fin du tour, vous allez pouvoir le claquer, soit pour effectuer une attaque, au corps à corps, au tir ou un déplacement. Bon, bref. Bon là, donc, aucun danger. On défausse les jetons, hein, qu'on ne remet pas dans le pool. J'insiste bien là-dessus. Et là, par contre, comme j'ai procédé à l'ouverture de la salle des machines, je vais donc, dans un sac, j'ai placé 5 pions numérotés. Je vais piocher à hasard un des pions. Et en fonction du pion que je vais sortir, je vais me référer au tableau. Et là, il s'agit du pion numéro 5. Donc, je le mets bien en évidence dans la salle. Et là, je me réfère au tableau pour voir ce qui se passe. Parce que je viens de déclencher un événement. Alors, c'est une très mauvaise nouvelle, puisque le jeton numéro 5 correspond à un incendie. Un court-circuit vient de se produire dans la salle, déclenchant un départ de feu. Le système sprinkler est défaillant. À partir du tour suivant, le feu se propage de tuile en tuile, blessant légèrement et automatiquement chaque figurine présente sur la ou les tuiles concernées. Les figurines aliens sont tout simplement retirées du jeu. Il faut déclencher le système de secours au niveau du pont en dépensant un PA d'interaction pour pouvoir éteindre l'incendie. De plus, après extinction, le système sprinkler fonctionne pendant un tour. Tout test RS subit un malus de -2. Donc là, vous avez compris, il y a un danger, un sacré danger, on a un sacré problème là qui vient de se créer, en plus de l'infestation alien, c'est un départ de feu dans une des salles. Donc là, lui, il y reste un 2e point d'action. Alors on sait qu'au début du tour suivant, le feu va se propager de tuile en tuile. Donc j'ai pas tout intérêt à rester là. Alors la question est, oui, mais avec mon 2e point d'action, je pourrais peut-être refermer la porte qui est là. Hein. Non, là on considère que sur cette tuile qui part en feu, voilà, vous êtes, c'est un retour de flamme en fait. Hein. Ça se propage très très vite. On peut dire que le système électrique a foiré et la porte ne peut plus se refermer. D'accord ? Par contre, il y a quand même une bonne nouvelle dans ce drame. C'est que là, on avait, j'ai mis un œuf alien, on avait aussi une brèche. Donc, on peut considérer qu'à partir de là, dans cette salle, la brèche est colmatée. L'œuf est détruit, hein, on le retire du jeu. Donc, ce qui veut dire que quand on passera en mode offensif, s'il y a mode offensif, si vous survivez jusqu'à là, il n'y aura pas de spawn de la ruche dans cette salle. Donc, 2e point d'action, on va essayer de se mettre safe. Hein. Donc, lui, il va dépenser son 2e point d'action pour reculer, d'accord ? Du coup, eux, ils jouent pas pour l'instant, puisque ils sont en mode sentry. Hein. Alors, il me reste qui? Le motion tracker, lui, on a vu, il a déjà fait ses actions. Lui vient d'achever son activation. Il me reste que le médic équipé du lance-flamme qui peut encore être activé pour ce coup. Dans notre malheur, on a quand même un peu de cul, un peu de bol. Il s'avère que le pont est de l'autre côté du couloir. Hein. Donc, je n'ai pas besoin de traverser toute la salle pour pouvoir essayer d'atteindre le système de secours pour éteindre l'incendie.
Alors du coup, on a dit, il ne restait plus que le médic à activer sur l'escouade. Eh ben, je vais l'activer et je vais dépenser ces 2 PA pour rusher en direction du pont. C'est parti, 1, 2, et ce qui met fin à son activation. Et là, toute l'escouade a joué sur ce tour, d'accord? Alors, il me reste mes 2 figurines qui sont en mode sentry. Mais avant, attention, ne perdons pas de vue que mon médic, bon bah voilà, on imagine bien la scène en fait. Hein. Le feu se déclenche, les mecs se retournent, enfin l'autre il recule, putain il y a le feu, il faut aller l'éteindre. Ben, l'autre il dit, ben, au sein du pont, puisque vous avez les données hein, du pont du vaisseau, donc vous savez à quoi correspond chaque salle, et ben, il faut aller au niveau du pont pour éteindre le système, pour activer le système de secours. Donc le marine se rush, hein, il ne perd pas de temps. Parce qu'il n'y a rien de pire hein, à bord d'un bâtiment qu'un feu qui se propage. Mais arrivé là, ben là j'ai 2 nouvelles tuiles. Alors hop, je déplace ma caméra. Hein. J'ai 2 nouvelles tuiles. Bon là c'est la chambre d'hibernation hein, qui est ici. J'ai 2 nouvelles tuiles qui rentrent en ligne de vue. Et là il va falloir que je spawn. Et c'est parti. Donc je lance un dé de 20 pour chaque tuile et j'applique le résultat en me référant comme d'habitude au tableau. Alors je rappelle, on est en déplacement tactique. Le premier, je fais un 9, donc il n'y aura rien sur cette tuile-là. Et la dernière tuile, je fais un 7, il n'y aura rien. Donc là, franchement, on s'en sort bien. Ça se passe plutôt bien. Parce qu'on aurait pu faire une très mauvaise rencontre. Voilà. On termine le tour de notre escouade, donc bah, je rappelle, hein, on passe aux figurines qui étaient en mode sentry. Donc bah, chacun là va claquer son mode sentry pour se déplacer d'une tuile. Tac. Je retire. Alors, avant que j'oublie, hein, parce que ça m'est arrivé, hein, j'ai déjà fait une partie et à un moment donné, ben, vous avez compris que le jeton 5 hein, correspond à un déclenchement incendie à bord du vaisseau. Moi, je me suis retrouvé dans la situation en fait où l'incendie s'est déclenché au niveau du pont, là où se trouve le système de secours. Donc, vous l'aurez compris, je ne pouvais pas éteindre le feu. J'étais dans l'incapacité de le faire. Alors, ce que vous pouvez tenter de faire dans ces cas-là, c'est du compartimentage. Alors là, par contre, il faut rusher et il faut avoir les bons résultats au dé. Donc, pour 2 points d'action, je rappelle, du moment que vous n'êtes pas sur une tuile engagée, vous allez pouvoir dépenser vos 2 points d'action, tenter un test de CC, de corps à corps, et si vous le réussissez, vous allez pouvoir placer une porte et une cloison étanche, voilà, à l'intersection de la tuile. C'est le seul moyen qui vous reste si jamais vous ne pouvez pas accéder, pour X raisons, au système de secours sprinkler pour éteindre l'incendie. Sachez que vous avez cette option. Elle est tout à fait jouable et cohérente. Donc voilà, fin de l'aparté. Donc là, ce n'est pas le cas, hein, puisque le pont, la salle n'est pas en feu. Donc il va falloir que je la check hein, pour voir si je mets la main aussi sur le scientifique au passage et pour pouvoir actionner le système de secours. Quoi qu'il en soit, le premier tour de jeu commence et là, on va placer un jeton propagation de l'incendie. Donc je rappelle que si une figurine arrive sur cette tuile, si c'est un alien, il est niqué, hein, il part en flamme. Si c'est un humain, il ramasse une blessure légère. Un nouveau tour de jeu commence. Si besoin, j'ai recomplété ma main carte tactique. Donc l'incendie a bien progressé sur une tuile, et donc au prochain tour, l'incendie va se propager sur cette tuile-là et sur cette tuile-là. Vous voyez, dès qu'on arrive sur une intersection, c'est pas une tuile l'une après l'autre, c'est voilà, ça se propage de plus en plus vite. Donc je rappelle, hein, je l'ai évoqué juste avant, ce que je peux faire hein, pour, on va dire, contrôler du moins la propagation de l'incendie, il faut avoir aussi y penser. Je peux procéder à un compartimentage. Alors, il s'avère que dans les cartes tactiques, vous avez une carte très intéressante qui s'appelle Shot-It, qui est une carte conditionnelle. Ciblée n'importe quelle figurine marine qui réalise l'action spéciale sceller la cloison, la figurine réussit automatiquement le test de corps à corps requis. Donc là, je peux très bien activer le Pulse Rifle qui est ici. Je lui fais claquer ses 2 PA et je mets une cloison ici, donc au moins je sécure de ce côté. Alors, mais d'un autre côté aussi, hop, je déplace la caméra.
bah, j'ai mon médic qui est derrière la porte, prêt à rentrer au niveau du pont pour actionner le système de secours. On va la jouer comme ça. Allez, on va prendre un peu de risque, on va la jouer comme ça. Comme ça vous permet de voir aussi le déroulement du jeu. Hein. Donc je décide de prendre le risque. Je décide de ne pas attendre l'activation du motion tracker, parce que le motion tracker, à la limite, il est ici. Donc 1, 2, 3. Je pourrais très bien, puisque je suis à portée de 3 tuiles, j'ai pas besoin de ligne de vue, donc le motion tracker pourrait très bien s'activer, et puis ouvrir la porte. Avant d'ouvrir la porte, excusez-moi, je suis allé faire autre chose. Donc avant d'ouvrir la porte, alors bon, je rappelle, là je joue en mode solo, mais on pourrait très bien jouer en mode coopératif, hein. On se répartit les figurines, et puis un des joueurs dit « Ah non, la merde, moi j'attends pas, j'ouvre la porte, et voilà, etc. » Bah, prenons cette option, disons qu'en mode solo, on a oublié que le motion tracker. Donc là, ça veut dire qu'on n'est plus en mode, vous voyez, on est plus en mode de progression tactique, on passe en progression normale. Donc j'ouvre cette porte. En ouvrant cette porte, bah, je ne sais pas, je sais ce qu'il y a là sur les tuiles, parce que j'ai toujours une ligne de vue qui est établie. Par contre, là, derrière, je ne sais pas ce qui peut m'attendre, d'accord? Donc, je vais lancer un dé de 20, d'accord? Mais je vais me référer, cette fois-ci, non pas au tableau de spawn alien progression tactique, mais progression normale. Et là, c'est beaucoup plus risqué pour mon personnage. Ok, donc j'ai lancé mon dé et j'ai obtenu un 11. Et un 11, bon, bah, ça va, je m'en sors pas trop mal encore. Je vais piocher un jeton blip que je mets directement dans la pièce. Et comme une ligne de vue est établie, eh ben, je révèle le pion. Et là, pas de bol, il s'agit d'un alien warrior, un putain de guerrier. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, puisque j'ai ouvert la porte, je déclenche un événement. Donc, je vais piocher au hasard un pion. Et il s'agit du pion numéro 1. Donc, je le place dans la salle correspondante et j'applique les effets. Je lis un petit peu ce qui se passe, parce qu'on a vu que tout à l'heure, ça nous a déclenché un incendie. Qu'est-ce que là, ça pourrait déclencher? Éclairage de secours. L'alimentation générale électrique est coupée. Plus aucune porte ne peut être ouverte manuellement, à moins de pouvoir la forcer. De plus, tous les tests terrestres subissent un malus de -2. Il faut se rendre en salle des machines et dépenser 1 PA d'interaction pour établir la situation. Alors là, c'est génial. Alors non seulement dans la salle des machines, j'ai un feu qui s'est déclenché et qui est en train de se propager. Donc je dois venir ici au niveau du pont pour activer le système de secours sprinkler, pour éteindre l'incendie. Et là, maintenant, on m'apprend que l'éclairage de secours, parce qu'il reste un peu cohérent, a lâché. Et en fait, on se retrouve plongé un petit peu en pénombre. D'accord? Donc, mes tests terrestres, du coup, sont impactés. Et il va falloir que je retourne ensuite dans la salle des machines si je veux retirer ce malus de tir. Mais j'ai un autre souci. Pour l'instant, dans l'immédiat, c'est lui. Parce qu'une ligne de vue s'est établie entre nous deux, donc reste à savoir comment lui va réagir maintenant que la porte s'est ouverte et qu'on se fait face à face. Je lance le dé de 20, 3, ça va. Alors on va considérer que notre warrior là, pour l'instant, on va dire, il est un peu occupé, voilà, il regarde les choses, ou peut-être qu'il pique un roupillon, j'en sais rien, voilà. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce que je fais ? Donc je sais qu'il, pour l'instant, il ne va pas réagir. Par contre, il va agir à la fin du tour. Si je fais rien, c'est clair qu'il va faire. Et lui, il est tout seul. Bon, j'ai la compétence Burning Inferno, donc j'ai pas d'autre choix que le cramer. Je ne vais pas m'amuser à rentrer sur la tuile où il est. Ça va compliquer les choses. Donc du coup, je déclenche le Burning Inferno. Et comme c'est un auto-hit, le Warrior va devoir réaliser un test d'armure. C'est parti. Le lance-flamme a une force de 12, l'armure de l'Alien Warrior est de 15, je passe à 13, je lance le dé, il fait un 11, ça ne le dérange pas, il encaisse très bien le jet de napalm. Par contre, maintenant, est-ce qu'il réagit à cette attaque? Je lance un dé de 20 et je fais un 8. Un 8, en fait, de 8 de façon jusqu'à 10, c'est très simple, vous avez juste réussi à capter son attention. Donc on va dire, il se retourne et il émet un grognement en direction... ah non, même pas, je raconte de la merde, excusez-moi, de 6 à 10.
Surpris, l'alien recule d'une tuile et cherche à se placer hors de vue de l'attaquant. Bah là, le problème, c'est qu'il peut pas. Il peut pas se replier, il est dans un cul-de-sac. Donc, on va appliquer le premier, c'est-à-dire indifférent. L'alien ne bouge pas, mais se met à grogner en direction de l'attaquant. Donc, c'est clair qu'à la fin du tour, il va lancer une attaque sur notre médic. Alors ça, c'était sa deuxième action, hein. Il a ouvert la porte. Deuxième action, il a tenté de se débarrasser de l'Alien Warrior. Ça a échoué. Fin de son activation. Bon, on retourne du coup à nos Marines, hein, qui sont plutôt concentrés. Hein. Donc là, donc, ils voient bien qu'il y a un problème. Ils entendent, hein, parce que je pense que les autres les a alertés, hein, comme quoi il y avait un alien dans la salle et qu'il n'avait pas réussi à s'en débarrasser. Ils crient, bon, bref, donc ils savent qu'il y a un problème. Donc là, lui, hein, c'est pas le motion tracker, plutôt lui, le pulse rifle, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va claquer la fameuse carte tactique dont on avait parlé précédemment, la fameuse carte shot it. Donc, pour sécuriser un peu, hop, il dépense 2 points d'action et il place une cloison, il scelle une cloison à ce niveau-là pour empêcher que le feu se propage dans cette direction. Bon, maintenant que j'ai placé ma cloison, j'ai scellé la cloison avec une de mes figurines, faisons un peu le point. Donc il me reste 3 activations avant que le Warrior se mette en mouvement, porte son attaque contre mon médic. Et on voit bien qu'au niveau de la distance, je suis un peu short. Il me faut 2 points, 2 déplacements pour pouvoir arriver et le voir en ligne de vue. Donc si je regarde mes cartes tactiques, je n'ai rien. Par contre, ce que je peux faire, j'ai une carte tactique qui va me servir. Je vais mettre la carte, je vais claquer la carte. Donc c'est la deuxième carte que je claque et dernière que je peux sur ce tour de jeu. C'est Suppressive Fire que voilà. Donc vous voyez, on voit bien que les cartes tactiques elles ont quand même énormément leur utilité dans ce mode de jeu. Cibler n'importe quelle tuile en ligne de vue de n'importe quelle figurine marine jusqu'à la fin du tour de jeu. N'importe quelle figurine qui se déplace sur la tuile cible est instantanément désactivée. Donc je vais la mettre ici. Ce qui fait que quand l'Alien Warrior, c'est clair qu'il va pouvoir avancer, mais au moins, arrivé là, il ne va pas pouvoir porter son attaque. Alors, du coup, ça c'était, on va dire, gratos. Pour le reste, donc, je vais avancer mon motion tracker d'une tuile. Ensuite, donc, il va passer. Mon Smart Gun, par contre, lui, il va se mettre en mode sentry. Et de même, pour le deuxième Pulse Rifle, je le mets en mode Sentry. Donc là, j'ai dépensé tous mes points d'action. Donc ce qui met fin à l'activation de toute mon escouade. Et du coup, on passe à l'activation des aliens, donc de notre Warrior, qui s'avance sur la tuile pour attaquer le Marines qui lui fait face. Mais grâce à la carte Suppressive Fire, son activation prend fin. Et du coup, puisqu'on arrive à la fin du tour de jeu, puis même, de toute façon, je suis en mode Sentry, je vais pouvoir, j'enlève la porte, je la déplace là, claquer mes 2 Sentry pour essayer d'éliminer l'Alien Warrior. Alors, on va commencer par le Pulse Rifle, donc RS de 14, mais comme il y a l'éclairage de secours qui a lâché, qu'est-ce qui se passe? J'ai un malus de -2, d'accord? Donc, le RS passe à 12, je tire, je fais un 6, donc, malgré tout, j'arrive à toucher l'Alien Warrior, qui va devoir procéder à un test d'armure. Donc, -2 à son test d'armure, il passe à 13. 15, il échoue, donc il est abattu du premier coup. Il est retiré du jeu, je fais un jet d'acide moléculaire. 2, il y a bien projection d'acide moléculaire sur la tuile, donc ça n'empêche pas. Et on va procéder directement au test auto-hit. Donc c'est un auto-hit, donc on va procéder au test d'armure du médic, puisqu'il est sur la tuile, impacté par le jet d'acide. Alors, comme c'est un auto-hit d'une force de 10, test d'armure à 13, donc ça reste inchangé, je lance les dés et je fais un 7, donc ça va. Le médic s'en sort bien, il n'est pas touché par le jet d'acide moléculaire. Donc, hop, du coup, mon Smart Gun, il lui restait plus qu'un point d'action, grâce à son mode Sentry, c'est la fin du tour de jeu, je le claque pour le faire avancer d'une tuile, et je défausse les jetons d'activation, les cartes tactiques ont été utilisées, et on commence un nouveau tour de jeu.
Donc là, on complète notre main tactique. L'incendie continue à se propager, puisqu'on n'a toujours pas activé le fameux bouton d'urgence. Comme l'incendie continue à se propager, et là, grâce à la cloison mise en place au tour précédent, le feu, on va dire, et le compartimentage fait que le feu ne peut pas continuer par là. Par contre, il se déplace dans ce sens. Donc, à partir de là, notre médic va pouvoir s'avancer pour un point d'action donc au niveau du pont, et il va dépenser son deuxième point d'action d'interaction pour déclencher le système sprinkler. Donc, l'incendie s'éteint. En revanche, je rappelle que pendant un tour complet, comme le système sprinkler est actif, on a un deuxième malus de tir de RS qui continue de s'appliquer. En plus de l'éclairage de secours. Donc on passe à un malus de -4 en test RS. Alors, il va falloir repartir dans l'autre sens, d'accord? Puisque dans l'autre sens, je rappelle que pour réalimenter le système de secours, d'éclairage de secours, il faut se rendre en salle des machines. Donc on retire les jetons feu, puisque le système sprinkler est activé. Et donc là, c'est intéressant puisque on n'a plus de ligne de vue, on est d'accord. On avait une ligne de vue jusqu'à maintenant. Donc en fait, en clair, tant que vos Marines possèdent une ligne de vue sur les tuiles, il n'y aura pas de danger, d'accord? Mais si jamais vous perdez cette ligne de vue à un moment donné, pour X raisons, donc là c'est parce qu'on a dû sceller une cloison, et ça risque de respawner derrière. Donc, sachant fort on va dire de cette information, là c'est clair, je vais reprendre mon motion tracker, l'avancée d'une tuile, on repart dans l'autre sens. Je pourrais très bien me dire, non, je continue ma mission, j'ai assez perdu de temps comme ça, et plutôt me concentrer sur la chambre d'hibernation qui est là-bas. Alors évidemment, vous n'avez pas on va dire pour l'instant, dans le jeu, dans le mode de jeu que je vous propose, il n'y a pas d'impératif de temps. Genre, vous avez, comme dans Nemesis, 15 tours de jeu pour pouvoir remplir votre mission. On pourrait le faire, C'est-à-dire que dans 15 tours, on va dire, il y a fission nucléaire, le vaisseau explose dans l'espace que vous voulez, etc. Donc, comme ça urge, on n'a pas le temps de revenir en arrière, etc. Là, on va dire, c'est expérimental. On ne l'impose pas pour l'instant, donc rien n'empêche de prendre son temps pour essayer de réactiver. Mais de ce faisant, on multiplie aussi les risques d'attaque. Bref, donc le motion tracker arrive dessus, fait son scan, donc je rappelle, jusqu'à 3 tuiles de portée, donc ici, ici et ici. Je vais lancer à chaque fois un dé de 20. Première tuile qui est derrière la porte, 5, il n'y a rien. On va continuer dans le prolongement vers la salle des machines. 1, il n'y a rien. Et le couloir ici. Et là, on obtient un 16. Alors, comme on est toujours en progression tactique, on est repassé en progression. Donc là, on va piocher 2 jetons blip qu'on met ici. Voilà. Donc, le motion tracker indique que sur le côté, il y a 2 blips, 2 signaux clairs. Donc, il y a bien une présence. Alors, du coup, on a un petit souci. Puisque, je rappelle, on est toujours dans la configuration donc de l'éclairage de secours, l'alimentation générale électrique qui a coupé, et on ne peut plus ouvrir les portes de manière manuelle, il va falloir les forcer. Alors pour forcer une porte, il va falloir dépenser 2 points d'action et réussir un test ECC. Donc le Marine, celui qui avait cloisonné la porte, on va dire, le boulot que tu as fait, il va falloir que tu foutes tout ça en l'air. Donc il dépense ses 2 PA, fait un test CC, il fait un 1, c'est une superbe réussite. Donc la porte est définitivement retirée, voilà. Donc ce qui met fin à son activation. Il ne faut pas que j'oublie aussi le motion tracker. Et du coup, là, on sait que potentiellement, il y a une menace. Alors tout à l'heure, je ne pouvais pas le faire, puisque j'étais trop éloigné pour pouvoir utiliser cette compétence. Mais là, grâce à lui, je vais pouvoir la jouer. En clair, donc c'est là qu'il faut planifier, il faut vraiment penser à planifier. Je vais dépenser mes 2 points d'action pour lui faire effectuer un mouvement tactique. Mais avant, le Smart Gunner, qui est ma puissance de feu, que je ne dois pas négliger, donc lui, je vais claquer ces 2 points d'action pour directement le mettre en mode sentinelle, d'accord?
paf. Donc, parce qu'on lui fait signe, hein, on lui dit, toi, il faut que tu nous couvres dans cette direction, d'accord? Et lui, du coup, je l'active et je décide de lui faire réaliser un mouvement tactique. Je claque C2PA. Première action, je m'avance. Donc là, je révèle ce qu'il y a. Il y a un facehugger, deux facehuggers qui sont arrivés entre-temps. Donc je les remplace par les figurines. Je consulte le tableau des réactions de nos amis facehuggers. Le premier, bon, alors lui tout de suite, hein, il a senti l'humain frais qui approchait. 2, alors l'autre il le suit comme son ombre. Donc ils vont agir, ils vont passer. Alors lui, comme il a fait un déplacement en mode tactique, il va pouvoir réagir. Si ça n'avait pas été le cas, si par exemple c'était son deuxième point d'action, ça mettait fin à son activation, il subissait, on va dire, l'attaque. Là, il va pouvoir réagir avant que ces deux-là lui tombent dessus. Donc du coup, soit je fais un tir pour un PA, ou soit je décide de me reculer ou d'avancer, puisque je peux le faire, hein, je rappelle, c'est un mode sentinelle. Eh bien, je décide de m'avancer dans la salle qui est ici, voilà. Ce qui fait que, du coup, eux, ils s'avancent, paf, paf, et normalement, alors ça met fin effectivement à l'activation de mon Marines, hein, il a cramé ces deux PA, et normalement, au choix, soit mes facehuggers, je peux très bien décider, puisque c'est moi qui gère l'IA, hein, un facehugger va essayer d'aller sur lui, un facehugger va essayer d'aller sur l'autre. Mais, je rappelle, donc ça je peux le défausser, puisqu'on l'a claqué, je rappelle que j'ai mon Smart Gun qui lui est en mode sentry. Et je vais faire péter mon mode sentry pour essayer de me débarrasser de ces deux connards. Donc par contre, comme le sprinkler est toujours en marche et que la coupure générale électrique est toujours active, j'ai un malus de -4. Donc ça va impacter le tir RS de mon Smart Gun, sachant que le Smart Gun, hop, à la base, il a un RS de 14, donc il passe à 10 et il va lancer 3D. C'est parti. Il fait un 14, il fait un 3 et il fait un 12. Donc il a 2 échecs, mais comme il a la compétence Guided Fire, feu assisté, il relance ses 2 échecs, il fait un 13, ça passe pas, et il fait un 12. Donc il n'y a qu'un seul tir qui va passer. Donc il cible un des facehuggers, mais je rappelle que les facehuggers, ils ont l'esquive améliorée, donc un des deux. Donc le premier, il n'y en a qu'un qui va faire l'esquive améliorée. Il fait un 9, c'est un franc succès, il a réussi à activer son tir. Donc là, mon Smart Gun n'a pas réussi à faire son boulot comme il fallait. Donc j'ai mon facehugger qui va arriver ici et mon deuxième qui décide d'arriver là. Et donc du coup, concrètement, les tuiles sont engagées. Donc ça va être un peu compliqué à partir de là pour nos Marines. Donc voilà, vous avez compris, je pense, la manière dont doit se dérouler le mode de jeu lorsqu'on est en phase, première phase de jeu, lorsqu'on est en phase tactique. Voilà comment ça doit se jouer. Vous vous référez au tableau, comment l'alien réagit, donc lorsqu'il voit pour la première fois, pas pour la première fois, dès qu'une ligne de vue est établie entre l'alien et un joueur humain ou PNJ humain, comment l'alien réagit face au tir, est-ce qu'il se replie, est-ce qu'il disparaît de la tuile, est-ce qu'il devient agressif, parce qu'il peut se montrer très agressif. C'est-à-dire, là justement c'est intéressant, là je fais une énorme connerie en fait, j'ai tiré dessus, je reviens en arrière, en fait là j'ai mal joué, j'ai tiré dessus. Bon, il a esquivé. Ça, par contre, l'esquive améliorée a fait qu'il a évité. Mais par contre, voilà, il y a une réaction face au tir. Donc, comment réagissent les deux facehuggers qui viennent de se tirer dessus? Est-ce qu'ils cherchent à se planquer parce qu'ils sont sournois et tenter de relancer une attaque un peu plus tard, d'accord? Ou est-ce que, ils vont rester indifférents? Jusqu'à maintenant, on a vu qu'ils restaient plus ou moins indifférents. Alors, on va voir un, on lance le dé. Je fais un 6. Non, je veux dire, ça change rien, hein, donc lui il va continuer à avancer, et le deuxième, je fais un 19, et là le 19 c'est un résultat intéressant, vous voyez, même moi j'ai failli zapper ça. Alors je consulte le tableau face au tir, c'est un peu comme s'il tombait dans une embuscade en fait, hein, le facehugger, hop, je fais un 19, et le 19, qu'est-ce qu'il dit?
Furieux, l'alien se précipite sur sa cible en s'avançant directement d'une tuile. Il n'est plus affecté par les réactions au tir. Donc, au lieu, alors mon choix au départ, c'était que ce facehugger allait aller là-dessus. Non, là, il fait face au danger, hein, d'où provient le tir. Bah, il provient de la direction du Smart Gun. Et donc, il décide de rejoindre son collègue sur cette tuile. Donc, vous voyez, c'est là la différence. À la base, j'étais parti pour répartir mes deux facehuggers sur deux tuiles différentes, parce que, ben voilà. Et là, en fait, ben, comme ils ont réagi au tir, et ben, il y en a un, ça l'a mis vraiment en colère. Et ben, au lieu d'aller sur sa cible d'origine, il a décidé de changer de direction et donc de passer sur l'autre tuile. Vous voyez le truc, c'est la petite subtilité, quoi. Donc voilà. Alors, je vais arrêter là. Je vais arrêter là pour les explications du mode en phase tactique. Alors, la phase offensive, que dire? La phase offensive, vous la connaissez, parce que je rappelle que, bon, je vais quand même faire, je vais quand même vous montrer vite fait pour que ça soit clair et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Bon, déjà, là, ce que j'aimerais, c'est vous montrer les blessures, d'accord? Gestion des blessures. Alors, concernant les facehuggers, là, parce que les facehuggers rentrent dans une catégorie un peu à part, puisque je rappelle qu'eux, déjà, quand ils attaquent, hein, bon, déjà, ils ont une esquive améliorée, donc ils sont vachement durs à dégommer, et en plus, quand ils touchent leur cible, ces derniers ne peuvent pas faire de test d'armure, mais sont obligés de faire un test de constitution. Alors, c'est pas la même chose, puisque pour rappel, le test d'armure d'un Marines colonial est de 13. Alors, sachant qu'en plus, comme l'attaque se fait sur une tuile normale, le facehugger va subir un malus de -2 à ses tests d'attaque, d'accord, puisque les marines sont considérés comme surentraînés, voilà, c'est des bêtes de guerre. Par contre, la constitution est de 9 et il n'y a pas de malus. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour un joueur humain, une figurine humaine, de faire face aux attaques d'un facehugger. Alors bon, imaginons que le facehugger a réussi son attaque. Je lance pas les dés, hein, on va aller assez rapidement. Donc ça oblige mon motion tracker à effectuer un test de constitution. Alors là, je lance le dé, je fais un 11, il foire son test de constitution, donc il est infecté. D'accord? Alors, normalement, dans la règle d'origine, hein, The Last Stand, même normal, hein, quand vous jouez en multijoueur, la figurine est retirée du jeu et vous la remplacez par la figurine alien correspondante que vous allez déployer donc sur une tuile infestée. Voilà, c'est comme ça que ça se joue normalement. Dans le mode de jeu que je vous propose, ça ne va pas se passer du tout comme ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'un marine est infecté par un facehugger, le facehugger est retiré. Il a fait son boulot, hein. On va gagner du temps, parce qu'on voit que dans les films, normalement, le Sharkbuster, il n'arrive pas comme ça. Il y a un certain laps de temps qui s'écoule, évidemment, mais là, bon, on va gagner du temps. Donc, il est infesté. Donc, le Marines n'est pas retiré du jeu. Il continue à jouer. Par contre, à chaque nouveau tour de jeu, il va devoir subir un test de constitution. Donc, il faudra mettre un marqueur sur sa carte profil, hein. Donc, à la limite, ce que je vous conseille, c'est que le facehugger qu'il a infecté et qui a été retiré de la partie, vous la placez sur la carte profil de la figurine concernée. Voilà, pour vous rappeler qu'à chaque nouveau tour de jeu, lui, là, il devra faire un test de constitution. Et si jamais il foire son test de constitution, il meurt. D'accord? Il meurt, il est retiré du jeu directement, et vous allez pouvoir rajouter dans le pool de la ruche le jeton blip correspondant à un Alien Warrior. Eh ouais, autant faire les choses en grand, puisque il y a une part de génétique hein, qui fait que ce sont des guerriers, donc on va obtenir un guerrier. Voilà, vous voyez le concept. Maintenant, je vire le facehugger. Imaginons que notre Marines fait face à une attaque d'un alien. Donc, je rappelle hein, que si jamais un alien commence son activation sur une tuile et qu'il est engagé avec une de vos figurines, il va pouvoir déclencher sa capacité paroxysme, donc attaquer avec toutes ses armes de corps à corps, ses griffes et le dard. Donc là, on va prendre un cas classique, on va faire les deux cas. Une attaque, on va dire, il a fait un déplacement et fait une attaque normale. Et on va ensuite la jouer attaque avec le paroxysme. Premier cas de figure, donc l'alien, il ne lui reste plus qu'un point d'action à dépenser pour réaliser une attaque. Évidemment, dans la règle du jeu, The Last Stand, et on va la conserver, l'alien va toujours utiliser l'arme la plus efficace au corps à corps.
dans ce cas-là. Donc là, c'est le dard. Donc, il a un CC de 15, réduit de 2, puisqu'il attaque un Marine sur une tuile normale. Il passe à 13, je fais un 7. Il touche le Marines. Le Marines va devoir effectuer son test d'armure. Alors, dans le cas, parce on gère les blessures, on parle ici des blessures. Dans le cas où le Marines, pour X raisons, puisqu'il n'a pas la carte tactique qui va faire la différence, ou parce que il ne réussit pas son test d'armure, il le foire totalement, il va subir une blessure. Normalement, dans le mode de jeu normal, vous n'avez qu'une blessure, et lorsque vous la perdez, enfin un point de vie, vous êtes éliminé. Là, ça va être différent. On va appliquer un tableau de blessures pour les Marines. Pas pour les aliens. Les aliens, ils ont 1 point de vie, 2 points de vie, vous les touchez, vous les dégommez, ils meurent. Les Marines, c'est différent. On va lancer le dé de 20 et on va se référer à un tableau. Alors, le tableau des blessures, il y a 3 niveaux. Il y a de 1 à 5, blessures légères. Donc, je vais vous expliquer après. 6 à 15, blessures moyennes, et 16 à 20, blessures graves. Là, j'obtiens par exemple un 3. C'est une blessure légère. La figurine est mise à terre et perd son PA restant s'il y en a. Elle devra dépenser un PA pour pouvoir se relever lors de sa prochaine activation. Une figurine alliée située sur la même tuile peut dépenser un PA pour relever la figurine à terre. Une figurine à terre n'apporte aucun malus au test RS. Alors concrètement, comment ça va se traduire? On prend la figurine et elle est mise à terre. Et donc vous aurez compris que comme ça n'affecte aucun test RS, c'est-à-dire que lui par exemple s'il devait ouvrir le feu sur l'alien, qui est juste derrière, on va dire qu'il s'active juste derrière, comme lui il est à terre, il ne gêne plus la ligne de vue. Donc le malus de -10 qui s'applique normalement lorsqu'on tire sur une tuile qui est engagée par 2 ennemis différents, ne s'applique plus. Là il n'aura aucun malus pour effectuer son tir avec un RS de 14 au lieu de 4 par exemple. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a aussi la blessure moyenne. Donc la figurine ne peut plus effectuer d'actions complexes qui requièrent 2 PA. Donc c'est-à-dire que concrètement, la figurine ne va plus pouvoir courir. Donc lorsqu'elle va effectuer un déplacement, elle ne pourra plus se déplacer que d'une tuile. Elle ne pourra pas faire 2 tuiles de déplacement, à moins qu'une carte tactique lui donne un avantage, lui permet de se déplacer d'une tuile supplémentaire. Okay. Ensuite, 2 PA, elle ne peut plus se mettre en mode sentry. Et ça, franchement, moi je l'ai vécu avec le Smart Gun. Et c'est très embêtant, parce que le Smart Gun, on aime bien le mettre en mode sentry pour couvrir justement avec sa puissance de feu les couloirs. Et quand il perd, comme il était affecté par une blessure moyenne, je ne pouvais plus le mettre en mode sentry. Pareil, le mouvement tactique, je ne peux plus réaliser de mouvement tactique. Je ne peux plus non plus effectuer d'actions complexes qui requièrent le fait de sceller une cloison. Parce qu'il faut réaliser un test de CC en dépensant 2 PA. Donc toute action qui va demander de dépenser 2 PA pour réaliser une seule action, devient impossible. Alors par contre, viser, puis tirer, se déplacer et tirer reste tout à fait possible. Donc ça concerne la blessure moyenne. Et enfin, la blessure grave, alors là, les choses se compliquent vraiment. La figurine ne peut plus se déplacer, elle peut néanmoins être transportée. De plus, si elle n'est pas rapidement soignée dans les 2 prochains tours, elle meurt de ses blessures. Donc ça, c'est de 16 à 20. Donc c'est clair que là, si vous n'êtes pas à proximité du labo, parce que je rappelle, non, je ne l'ai pas encore mis à jour, mais ça je vais le faire. Je fais une distinction entre 2 salles. Elles auront normalement leur utilité pour les joueurs. Par exemple, l'armurerie, vous allez pouvoir récupérer une Sentry Gun si vous y accédez. Et le labo, ça vous permet de soigner justement les blessures, puisqu'il y a tout le matériel chirurgical opérationnel, on va dire, pour agir. Donc, en fait, il faudra être dans le labo, dépenser 2 PA, et là, vous allez pouvoir réduire de 1 le niveau de blessure de la figurine. Donc là, si c'est une blessure grave, si lui n'est pas soigné, soit par une carte tactique, soit par le médecin, parce que le médecin aussi a cette compétence de pouvoir soigner, la figurine, elle lâche en fait, elle meurt de ses blessures. Alors, j'ai aussi idée, puisque pour rejoindre un peu, peut-être je vais le faire par la suite, idée de capturer les Marines. En fait, il ne meurt pas vraiment, mais il est retiré du jeu et amené dans le nid pour être, on va dire, fécondé malheureusement. Bon, c'est pas mieux comme mort, mais voilà, ça serait une idée, parce qu'on voit bien dans les films qu'ils sont kidnappés aussi. Voilà.
Donc ça, c'était pour les blessures. Alors, rien n'empêche un Marines, hein, qui est présent sur la tuile, hein, une fois qu'il n'y a plus de danger, de transporter, hein, tant bien que mal, son camarade mortellement blessé pour essayer de l'amener au labo qui est à proximité. Si vous êtes trop loin, laissez tomber. Hein. Si vous êtes à 4-5 tuiles, sachant qu'il lui reste 2 tours, malheureusement, il va crever. Alors, est-ce que ça l'empêche de continuer à se défendre? Non. Non. Il pourra, par contre, il ne pourra pas utiliser le lance-grenade, mais il pourra tirer, voilà, etc. Alors, est-ce qu'on met un malus de tir ou de corps à corps? Je ne sais pas. Je n'y ai pas encore pensé pour l'instant. Donc voilà pour les blessures. Il fallait vraiment que j'aborde ce point-là. Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui. Ouais, je reviens rapidement sur le fait que lorsque on se déplace toujours dans la phase tactique, hein, on décide d'avancer rapidement sans utiliser le scan. Hein, donc on quitte la progression tactique et on s'avance, on va dire, sur une tuile qui n'a pas été scannée au préalable. Si jamais vous obtenez, mais ça c'est bien indiqué sur le tableau concernant, donc cette progression, on va dire, normale, si jamais vous obtenez un 20, vous allez déclencher une embuscade. Voilà. Concrètement, on reprend un Marines, là, j'ai fait un 20, lui s'est avancé, donc il n'y a pas eu de scan préalable, j'obtiens un 20. Donc je vais piocher dans le pool de la ruche au hasard un jeton que je place sur la tuile, là où il se trouve. Donc à partir de là, je retourne le jeton, et là, c'est un Infant Warrior qui rentre en jeu. Et l'Infant Warrior, là, il n'y a pas de je réagis ou je réagis pas. Il déclenche directement une attaque. Voilà. Donc s'il lui restait un deuxième PA à dépenser, ça, là encore, ça suspend son activation le temps que l'alien qui lui tombe dessus en embuscade réalise son action d'attaque. Voilà, ça c'est un petit détail que je tenais à rajouter. Donc il ne faudra pas hésiter, hein, si un point ne vous paraît pas très net, de poser vos questions. Soit je referai une petite vidéo très courte là-dessus pour expliquer, ou je tâcherai de vous expliquer au mieux par écrit. Mais quoi qu'il en soit, je ferai une vidéo gameplay. Je vais prendre la map, hein, cette mission-là, et je vais la jouer intégralement. Et comme ça, vous verrez davantage les mécaniques que je vous propose. Concernant l'objectif de cette mission, alors voici la figurine que j'ai choisie, c'est un proxy. Hein. Voici, alors je ne sais pas si ça c'est net, enfin, bon, bref. En fait, c'est une figurine de la gamme Infinity. Je trouve qu'ils font de très... Enfin, je trouve que ça... Il y a du moins... c'est les troupes de Ariadna. À mon sens, hein, je vous montrerai... Enfin, je pense qu'elles peuvent vraiment faire l'affaire en tant que proxy dans l'univers d'Alien vs Predator. Donc c'est lui, hein, qui fera office, on va dire, de VIP, de scientifique de la Weyland-Yutani qu'il faut récupérer. Alors dès que... donc je rappelle, hein, c'est l'objectif principal, hein, de la mission. Dès que vous l'avez trouvé, parce qu'à un moment donné ou un autre, hein, il est dans une des salles, donc il s'active, hein, automatiquement, directement, il n'attend pas le tour suivant pour s'activer, et lui du coup, il est tributaire de vous. Donc quand, je m'explique en fait, enfin non, là je m'explique mal. En fait, il a 2 points d'action, comme tout le monde, voilà, donc il peut se déplacer, tout ça, il ne peut pas se battre, il n'a pas d'arme de tir. Il a un CC qui est calqué sur la figurine qui l'escorte. Pourquoi? Parce que si jamais vous vous retrouvez engagé par un alien, hein, voilà, donc ça c'est pour le fun. Alors évidemment, l'alien va chercher en priorité à se débarrasser du garde du corps, d'accord? Mais ça n'empêche pas que lui, le pauvre, hein, il panique, hein, il n'a pas envie de crever non plus. On peut très bien imaginer que le soldat lui donne ordre d'essayer de se dégager, de ne pas rester là pendant que lui essaye de contenir la menace. Donc du coup, il sera autorisé à faire un test de CC pour procéder à un désengagement, à condition que la tuile qui lui est adjacente soit libre. D'accord? Voilà. Donc il n'est pas obligé d'être systématiquement accompagné d'un Marines pour se déplacer d'une tuile en tuile. Mais ce faisant, attention, vous pouvez aussi prendre un risque. Parce que si vous l'amenez sur une tuile sur laquelle il n'y a pas de ligne de vue, je rappelle que il y a peut-être une chance qu'il tombe dans une embuscade. Hein. Bref. Donc quoi qu'il en soit, de toute façon, les aliens vont d'abord se concentrer sur les Marines avant de se concentrer sur lui. Dès qu'il n'y a plus de Marines, les aliens l'attaquent. Et là, c'est pas du tout la même chose.
puisque lui, en fait, il a une armure, on va dire une armure, il n'a pas d'armure, il est à, en fait, en clair, ça touche. Si le test est réussi, il n'y a pas de test d'armure, l'alien réussit son attaque, il est touché. Par contre, on applique le tableau des blessures. Blessures légères, blessures moyennes, blessures graves. Ah oui, je rappelle aussi, même si c'est précisé sur la feuille que vous allez télécharger, les blessures sont cumulables. Si vous avez une blessure légère et vous ramassez derrière une autre blessure légère, elle passe en blessure moyenne, et ainsi de suite. Blessure moyenne plus blessure légère donne blessure grave. Deux plus blessure grave, voilà, c'est game over direct, quoi. D'accord? Voilà. Je crois que je vais arrêter là. Je reviens pas hein, sur la phase offensive, hein, à moins que vous vouliez plus d'éclaircissement. Ah oui, alors si on passe en phase offensive, il n'y a plus de spawn comme ça, hein, il n'y a plus de brouillard de guerre. Hein. Je veux dire, voilà, ça spawn via les brèches. Voilà, vous appliquez le tableau des règles du livret de règles du mode de jeu The Last Stand. Donc sachant que là, vous pourrez déployer des socles de 40 voire de 50 mm, ce qui correspond au Alien Warrior évolué et à l'arène. D'accord? Et là, là c'est la guerre. Hein. C'est-à-dire que là... alors sachant que quand lui, vous allez le trouver, vous allez déclencher l'objectif secondaire. Et vous allez lancer un dé de 20 et appliquer le résultat avec le tableau correspondant. Et là, soit c'est simple, soit il faut le ramener sur la nacelle, soit il faut d'abord aller récupérer un élément de données scientifique important, et vous n'avez pas le choix, il faut le faire, soit il va falloir utiliser la chambre d'hibernation, soit il va falloir utiliser la capsule d'évasion située au niveau du labo. Vous voyez, donc là aussi, c'est pas linéaire, vous n'êtes pas, voilà, c'est pas parce que je suis parti de ce point-là qu'il faut que je revienne systématiquement sur ce point pour achever la mission. La mission s'achève dès que lui arrive, enfin elle est réussie du moins, dès qu'il est, dès qu'il a atteint la tuile sur laquelle il est censé se rendre. Pour les Marines, après vous pouvez continuer hein, pour voir un peu le résultat, est-ce que toute votre escouade s'en est tirée indemne ou est-ce qu'il y a eu beaucoup de pertes. Voilà. C'est histoire pour le fun, pour le jeu, quoi. Bon, je vais arrêter là. Je pense que j'en ai suffisamment dit. C'est une grosse et longue vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions, de faire vos commentaires, hein, si vous avez des idées. Alors, évidemment, c'est intéressant ce mode de jeu, puisque à partir de là, je pourrais développer d'autres scénarios, enfin d'autres missions, d'autres objectifs, avec peut-être d'autres maps, hein, toujours tirées du livret de règles. Peut-être varier effectivement les effets des salles. N'hésitez pas si vous avez des idées, déclenchement d'événements à l'ouverture d'une salle, qu'est-ce qu'on pourrait amener, proposer d'autres. Donc voilà, l'univers est riche, hein, donc on peut étendre, on pourrait même remplacer les squads des Marines coloniaux par, je rappelle, en utilisant les proxys de Infinity, du moins certains, pas tous évidemment, mais pour créer des mercenaires, une nouvelle escouade, enfin une armée privée d'une corpo, autre que la Weyland-Yutani, parce que je rappelle aussi, hein, il y a les commandos de la Weyland-Yutani qu'on peut jouer, mais pourquoi pas des mercenaires, pourquoi pas une autre corpo, voilà. Alors je compte beaucoup aussi sur le JDR Alien pour m'inspirer au niveau des scénarios, et puis et au niveau de l'univers, hein, parce que là ils vont tout développer en fait, hein, que ce soit le corps des Marines coloniaux, que ce soit les corporations, et tout ce qui va avec, quoi. Allez, j'ai fini, je vous montre, hein, voilà, ça c'est toujours, je sais pas si on voit bien en fait, hein, je sais pas si la mise à point est safe, vas-y, piqué, mise à point, ça marche pas, ouais voilà, c'est ça quand on a des appareils de merde. Bon bref, donc vous voyez, elle en fait je pourrais très bien, ça pourrait être Amanda Ripley, hein, pourquoi pas, allez, pour ceux qui ont joué à Alien Isolation, voilà. Donc, elle a un socle hein, assez conséquent, avec des nœuds aliens. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Lui, je le trouve très sympa. Il me fait un peu penser, vous savez, dans Alien Covenant, en fait, les mecs, quand ils débarquent sur la planète, vous savez, ils ont un peu des casquettes dans ce style-là. Donc voilà. Alors, bref, donc je vais peut-être aussi pouvoir les utiliser hein, pour le JDR, hein, le jeu de rôle Alien, je pense, hein, pour le faire. Et donc ils ont quelques références hein, que je trouve vraiment sympa, qu'on va pouvoir utiliser pour le jeu, quoi. Voilà, donc vous voyez, en fait, longue vie à AVP, hein, je pense qu'il y a moyen effectivement de continuer à jouer à ce jeu. Et vous voyez, en fait, alors
Personnellement, moi j'ai fait des essais, hein, alors je tergiverse et voilà, je parle. J'ai fait déjà 2 parties d'essais hein, sur ce mode de jeu que je vous propose. Pour l'instant, je suis plutôt satisfait. Voilà, c'est pas chiant, c'est pas redondant, il y a des rebondissements, voilà, en plus on peut jouer en coop, ça peut être sympa. Donc voilà, voilà ce que je vous propose. Dites-moi, j'insiste bien, dites-moi ce que vous en pensez, testez de votre côté surtout, et si vous avez des idées à soumettre, moi il ne faut pas hésiter, hein. Des idées de scénario, des idées d'événements, c'est ça en fait qui me manque un peu, c'est bon, j'ai pensé à des trucs assez classiques, hein. Je me dis bon dans un bâtiment il y a le feu, les coupures, alors oui il y a défaillance du système de survie aussi, ça je l'ai mis, hein. Je me suis un peu inspiré des cartes événements qui existaient à la base dans le jeu, mais vous le verrez, ça c'est sur le tableau, donc voilà. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. Toutes mes excuses, hein, si la vidéo vous paraît long et si j'ai tendance à radoter, bah ouais, je me fais vieux, les mecs. Donc, bref. Et je vous dis à la prochaine. Donc, prenez soin de vous, gaffe au Covid. Et puis, la prochaine fois, je vous propose, pas dans 8 mois, une vidéo de gameplay sur cette mission 1, donc la mission de sauvetage. Allez, salut, bonne continuation. Ciao, ciao.